Eh bien bonjour tout le monde, c'est Chris, bienvenue sur la chaîne C'est moi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vidéo découverte, déballage d'une licence qui est assez intéressante, d'un jeu extraordinaire, hein. Donc on va parler de The Loop. Alors pourquoi je vais parler de The Loop? Tout simplement parce qu'il y a son extension qui vient de sortir, celle-ci, voilà, en bas à droite, qui vient de sortir il y a quelques jours ou quelques semaines, je ne sais plus. Du coup, je profite de la sortie de cette extension pour vous présenter ma collection de la licence. Alors, ce jeu-là, c'est un jeu qui a son univers qui est assez particulier, assez propre à lui-même, sur le thème du voyage dans le temps, qui est un thème que moi j'aime particulièrement, notamment dans les films ou dans les jeux vidéo. Et là, enfin, je pense avoir du coup tout le contenu qui existe sur The Loop. Donc, le but c'était vraiment d'attendre la sortie de cette extension-là pour faire une vidéo complète, voilà, de déballage. Comme ça donnera vraiment une vision globale de l'univers et de ce qui est disponible sur le marché. Voilà. Alors, The Loop, de quoi ça parle? Alors, en fait, les joueurs, ou le joueur, parce que c'est un jeu coopératif qui se joue aussi bien en solo que à plusieurs, les joueurs font partie une agence de sûreté temporelle, hein, de sécurité temporelle. Voilà, ce sont des agents qui vont veiller à ce que le continuum espace-temps ne soit pas menacé. Voilà. Sauf que vous avez ce personnage, le Docteur Fou, qui porte bien son nom, et qui lui veut gouverner le monde, mais pas seulement le monde à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. Sauf que pour ce faire, il va générer des clones à travers le temps pour pouvoir gouverner, enfin dominer, on va dire, le monde dans tous les sens. Et le problème, c'est que il s'en rend pas compte, mais il est en train de foutre en l'air tout le, comment- tout le continuum espace-temps. Et il met en péril en fait tout le monde. Enfin, au-delà de lui-même, il met en péril le monde entier, l'univers. Voilà. Il va créer en fait des failles, des paradoxes un petit peu, c'est un peu comme ça qu'on pourrait l'interpréter, des paradoxes qui font que ça fout en l'air tout, et il risque de détruire l'univers en fait par ses ambitions. Voilà. Donc vous avez plusieurs personnages que vous allez pouvoir incarner pour essayer de rétablir l'ordre dans le temps, tout en essayant de déjouer les plans de Docteur Fou et l'arrêter. En fait, on a un petit peu une police temporelle. C'est un peu ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à disposition pour le jeu? Nous avons de la boîte de base qui est derrière. Vous avez première extension qui est la revanche de Fuzilla. Donc en fait, Dr. Fu a créé un monstre mécanique, un monstre géant, qui va lui voyager dans le temps et va créer, enfin, va foutre le bordel. Voilà, il va tout casser. Et vous avez la dernière extension qui est sortie ici. Donc là, c'est la brigade à poil. Euh, vous voyez, elle est encore sous blister, hein, je l'ai pas. Ça va être une découverte aussi pour moi. Je l'ai même pas ouvert. J'ai voulu vraiment attendre et la faire en vidéo, l'ouverture.
Et ça, en fait, ça a rajouté tout simplement 2 personnages supplémentaires à jouer. Voilà, ça permet de varier un peu plus le jeu. Déjà qu'il y a pas mal de personnages, vous en avez 4. Attendez. Dans le jeu de base, je crois que vous en avez 4 ou 5. Là, vous en avez 2 de plus dans cette extension-là. Et là, encore 2 de plus ici. Donc, ça permet d'avoir le choix, enfin plus de choix, voilà, pour refaire sa partie. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour introduire ce unboxing, cette découverte. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais passer directement à l'ouverture de la première boîte qui va être la boîte de base. Ensuite, je vais passer au déballage de cette extension-là et je me garde aussi du coup le plaisir pour la fin d'ouvrir la dernière extension qui vient de sortir. Voilà. Je pense que je fais cette vidéo à temps je pense que si j'aurais fait une vidéo sur The Loop avant, j'aurais pas présenté la dernière extension et ça m'aurait pas plu. Donc The Loop, c'est un excellent jeu. Puis j'aurais peut-être même dû le faire une vidéo avant. Je sais pas trop si c'est un jeu qui plaît. Enfin, moi, en tout cas, c'est un jeu que j'adore, mais je sais pas s'il plaît à beaucoup de gens. Est-ce que ça a marché sur la chaîne? Je ne sais pas. Dans le doute, j'ai préféré attendre et faire comme moi je le pensais, c'est-à-dire attendre la dernière extension disponible, enfin en route du moins, pour faire une vidéo le plus complète possible. Et je pense que c'est, je pense que c'est propre. Voilà, je pense que c'est une manière de faire qui est propre. Voilà. Donc on va pas plus, on va pas attendre plus que ça, et on va passer directement au déballage, pardon, de la boîte de base. On y va tout de suite. Alors on est parti. Alors j'ai fait un léger dézoom parce que vous voyez la boîte est quand même assez conséquente. Donc voilà, pour pouvoir voir mieux, j'ai fait un léger dézoom. Ce que je faisais pas avant je filmais assez près. Là, on va voir ce que ça donne. Je change un petit peu, on va voir. Parce que ça va peut-être être plus agréable pour tout le monde et peut-être même pour moi pour filmer. Alors, boîte de base. Bon, déjà, on peut constater une boîte de qualité, très solide. C'est pas toujours le cas dans les jeux, hein. Donc c'est pour ça que je prends le temps de le préciser. C'est quand même un effort qui est pas négligeable. Chez les éditeurs, c'est de faire malgré la situation sur l'écologie, sur le recyclage, tout ça. C'est quand même cool de la part des éditeurs de quand même fournir des boîtes, parce que je pense que voilà, ça doit être un débat où ça le sera. Les emballages, même les jeux de société. Au niveau écologie, ça risque d'être un sujet qui va peut-être venir, qui va peut-être arriver. Voilà. Donc, toujours au sujet de la boîte, hein, bien sûr, on constate qu'il n'y a pas de terraformage. Voilà, c'est une boîte à chaussures. Alors, c'est bien et pas bien à la fois. Disons que je pense qu'il y aurait pu avoir un terraformage, un minimum de terraformage, parce qu'il n'y a pas tant de contenu que ça. Il n'y a pas tant de choses que ça. Il y en a quand même pas mal, hein, mais il y a la place, vous voyez, il y a la place de mettre un support plastique pour mettre chaque élément en place. Mais c'est quand même bien parce que ça permet de baisser le prix du jeu. Dès que vous avez un terraformage dans une boîte, forcément il y a eu des personnes qui ont réfléchi comment faire pour optimiser tout ça. Donc il y a le plastique, voilà, c'est un certain coût, et du coup ça fait des boîtes de jeux qui sont un peu plus chères. Là, l'avantage, c'est que vous avez une boîte qui a un prix abordable, au détriment du terraformage. Donc au final, bon point quand même. Voilà, bon point quand même. C'est pas forcément un jeu qui a forcément besoin d'un terraformage, en fait. Il y a des jeux qui en ont besoin, mais celui-là, pas forcément. Même si je pense qu'il y a certains joueurs qui pourraient apprécier. Voilà.
Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par les cartes. Tiens. Alors, les cartes. Donc, comme vous voyez, il y en a pas mal, hein, des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, bien sûr, quand je le peux, je sleeve les cartes. Ça je fais partie de ces joueurs-là. Et ceux qui font pareil, je les salue au passage. Mais par contre, voilà, je ne porte aucun jugement à ceux qui ne pratiquent pas le sleeve. Et je peux comprendre qu'il y en a qui, quand les sleeves sont neufs, ça peut coller et ça peut rebuter certains joueurs. Ça, je peux le comprendre, hein. Mais je tiens à dire que c'est temporaire. Ça colle vraiment au début, mais après, comme le sleeve s'use, et ben la graisse, comment dire, l'usure naturelle fait que ça glisse plus et la graisse des doigts n'adhère plus en fait. Et c'est juste voilà, une petite précision par rapport au sleeve. J'essaie de défendre mon équipe, hein, bien sûr. Mais vous avez des youtubeurs comme Etrigan du Etrigan House, voilà, qui est clairement la personne qui m'a donné envie de faire des vidéos sur les jeux de société, hein. C'est vraiment une inspiration directe. Et lui, par exemple, déteste les sleeves. Et quand on lui prête des jeux qui sont slivés, il les enlève. Il les remet après, hein, il n'y a pas de problème, pour rendre le jeu. Mais il les enlève. Et je sais que du coup, parce que je pensais que c'était juste une question de coût, que les gens ne slivaient pas les cartes. Mais en fait, non, il y a vraiment un ressenti qui n'est pas pour tout le monde. Voilà. Donc là, vous avez des cartes. Alors, vous avez des cartes. Vous avez des cartes. Donc ça, c'est que je réfléchisse. Alors, ça, c'est des cartes. C'est des cartes qui concernent un mode bien spécifique. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas vous en parler parce que je ne l'ai pas fait ce mode-là encore. Mais en gros, ça rajoute du contenu. Voilà, ici vous avez les cartes, des cartes qui permettent de guider la partie sur ce que va faire le Docteur Fou. Voilà, sur vers quelle époque il va se déplacer et voilà, qu'est-ce qu'il génère comme clone et qu'est-ce qu'il crée comme faille temporelle, des paradoxes. Voilà, des cartes de qualité. Alors, je vais en prendre une comme ça. C'est des cartes de qualité qui sont lisses, parfaitement lisses. Alors vous voyez par contre, il faut faire attention. Si vous voyez, il y a une petite marque là, une petite bosse. C'est qu'en fait, j'ai dû la plier vraiment légèrement sans faire exprès avec l'ongle ou avec le pouce. Vous voyez que ça marque, des cartes à marque. Donc c'est pas des cartes de qualité extraordinaire. C'est pour ça que du coup, pour moi, le slivage, en tout cas pour ce jeu, je le conseille. Pareil, je pense que c'est pour rendre un jeu pas trop cher. Enfin, pas trop cher. Pour réduire le coût du jeu. Donc au final, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Donc là, vous avez des cartes. Ça va être les cartes actions. Donc en fait, c'est des sortes de pouvoirs qui vont vous donner des effets à réaliser pour pouvoir pour pouvoir contrecarrer les plans du Docteur Fou. Voilà. Donc, ouragan temporel, vous voyez, ils ont des noms très spécifiques. Pinceau de Michel-Ange. Euh, Délocalisateur sauvage. Alors, le jeu ne manque pas d'humour. Vous avez des fois des cartes qui sont assez drôles. Quand vous voyez le design du jeu, quand vous voyez, attendez, j'allume la lumière parce que ça s'est assombri d'un coup là. Quand on voit les graphismes du jeu, voilà, on voit bien que ça va être un jeu assez humoristique. Je dis bien assez humoristique, hein. Tout le jeu n'est pas basé que sur l'humour. C'est juste voilà histoire de ça fait sourire quoi, ça fait sourire. Alors du coup là qu'est-ce qu'on a? On a toujours. Alors là vous avez vraiment du coup un deck, un gros deck, hein, de pouvoir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez du coup au niveau des objets, en fait c'est des objets, hein, qui permettent de faire des actions.
Vous avez ceux qui vont faire partie du gros deck. Et vous avez ceux qui vont être alloués à un personnage. Voilà, donc je les ai bien séparés pour faire la différence. Voilà, vous voyez, sont alloués à certains personnages. Vous voyez le petit personnage qui est dessiné ici. Hop, un autre personnage. Et en fait, ça va être constitué les decks de départ. Donc vous voyez, les personnages en ont 6, je crois. Voilà, et ils vont tous avoir un effet, voilà, la super slip. Comme je vous disais, il y a des fois, c'est assez rigolo. Coiffe énergétique, générateur de punchline. C'est des petits détails, mais qui sont c'est assez l'impermalléable aussi. C'est rigolo. Je l'ai vu l'impermalléable. Voilà, c'est ça. L'impermalléable, qui est assez rigolo. Et du coup, quand on va regarder les fiches de personnages, et ben chaque objet se trouve sur le Cara Design, enfin sur le personnage dessiné en fait. C'est bien pensé. Voilà. Donc je vais essayer de pas tout mélanger. Toc. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez les pions, les personnages. Alors, je vais vous montrer d'abord voilà, les cartons, les cartes, les tuiles personnages. Voilà, donc il y a 5 personnages, c'est bien ce que je pensais. Donc là, vous voyez du coup 5 personnages qui sont du coup illustrés et avec du coup un pouvoir spécial. Et ça, je vous expliquerai après à quoi ça correspond. Voilà. Donc des personnages qui ont leur caractère, leur pouvoir spécifique, leur pouvoir spécial. Voilà. Et du coup, ils vont avoir les pions qui correspondent. Et pareil, ce ne sont pas des pions en plastique, ce sont des pions en bois. Donc là, moi, c'est pour ça, j'ai mis un petit... dans le jeu, je pense que quand vous l'achetez, vous en avez un d'office dedans, dans le sachet, pour éviter qu'il ne s'abîme, il prenne l'humidité. Donc vous avez les personnages, les pions qui correspondent au personnage. Hein, là, vous voyez, hop, ça correspond. Et en fait, ça permet d'avoir le pion sur le plateau de jeu bien visible. Vous voyez qu'ils sont bien gros, ils sont bien visibles. Et ça c'est bien, c'est une bonne chose. C'est pas des petits pions tout bizarres, on sait pas trop. Voilà, mais j'ai de mettre ces lunettes pour les voir sur le jeu. Non, là ils sont bien visibles. D'ailleurs, je trouve qu'ils des fois ils cachent un petit peu le contenu du plateau, tellement ils sont volumineux sur la boîte, sur le plateau. Mais ça, on va voir tout à l'heure je vais mettre de côté et on verra quand je ferai une petite mise en place. Voilà. Donc là, ensuite, vous avez d'autres tuiles, hein, bien sûr. Alors, c'est des tuiles de qualité, hein, mais c'est du solide, c'est très épais. Voilà, c'est bien fait. On sent qu'ils ont voulu faire des économies sur certaines choses. Par contre, sur l'essentiel, voilà, ils ont quand même fait des choses de qualité sans trop aller vers du contenu, voilà, extrêmement cher à fabriquer, tout ça. Donc ça fait qu'on a un jeu abordable. Ensuite, vous avez des petits... Alors ça, c'est pour les... Parce que vous avez différentes parties. Vous voyez, vous avez... là, vous avez par exemple un scénario sabotage. Après, vous avez un scénario, là, Saiyan Super Clone. Vous en avez d'autres là. Vous en avez 4. Voilà. Et chaque scénario, du coup, a des petits ajouts en plus. Donc là, vous avez des tuiles qu'il faut rajouter autour du plateau avec une règle spécifique qui est décrite dans le livret. Voilà, donc vous avez d'autres cartons ici. Donc ça, c'est ce qui va se mettre autour du plateau. Pareil, hein, donc ça, c'est utilisé dans un scénario bien spécifique. Là, vous avez les tuiles Vortex.
En fait, les tuiles vortex, à chaque fois que le Docteur Fou va faire sauter une époque, et ben on va mettre une tuile comme ça. Et du coup, ça va être une époque qui va devenir sensible et qui peut vous faire perdre la partie. Voilà. Vous en avez, voilà, vous en avez 3. Et ça, après, c'est des missions à réaliser ça. Mais je vous expliquerai. Ça, c'est vraiment pour la mission, le scénario sabotage. Ça. Voilà. Donc, vous voyez, le contenu s'adapte en fonction du scénario où vous allez vouloir jouer. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, tout ça, ça peut vous paraître flou parce que, bon, on n'a pas vu pour l'instant le plateau de jeu. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais vu qu'il est tout au fond, avec la règle, c'est pas évident. Ensuite, là, vous avez les petits cubes, là. Alors, c'est les cubes comme ça en plastique. C'est assez agréable. En main, voilà, c'est les mêmes cubes que vous pouvez avoir dans des jeux comme comment ça s'appelle ah, Wonderful World. It's a Wonderful World, ouais, là c'est ça. Vous avez des cubes comme ça qui sont les ressources. Et vous avez aussi dans Anachronie. C'est des cubes comme ça qui symbolisent les ressources. Là, ce sont des cubes qui vont symboliser. Alors, les bleus sont très spécifiques. Ça va être pour un scénario bien spécifique. Mais les rouges et les verts vont être utilisés tout le temps. Les verts, ça va être l'énergie disponible. Et les rouges, ça va être les failles temporelles. Voilà, qui, au bout d'un certain nombre de cubes, et ben, paf, le Docteur Fou fait sauter une époque. Voilà. Ensuite, vous avez un bag. Et dedans, vous avez des petits jetons qui représentent les clones que va générer le Docteur Fou à travers l'espace-temps. Voilà. Donc voilà, je les ai mis dans des petites capsules là, pour les protéger, mais ça permet d'avoir que ce soit plus agréable en main et pour piocher. Pour protéger aussi mes jetons. J'arrive plus à le sortir. Bon bref, en tout cas, c'est des jetons quand même qui sont de base de qualité. Ça, c'est un choix personnel. Pareil, j'ai vu ça dans les vidéos de Etrigan sur YouTube, qui lui utilise cette méthode pour avoir des pions des pions en main agréables à manipuler, à jouer. Sur ce sujet, je le rejoins complètement. Voilà. Voilà. Et puis sur le plateau de jeu, ils sont bien visibles. Ça permet d'avoir un petit peu de volume. C'est assez agréable. Voilà, ça c'est une chose. Et vous avez ici la machine à générer des clones. Et qui va, disons, surtout générer des failles temporelles du fait qu'il va générer, qu'il va faire n'importe quoi. En fonction de l'époque où il va voyager, c'est un petit peu la machine c'est la machine infernale de Docteur Fou, permet qui se téléporte dans le temps. Il permet de générer des clones. Il permet malgré elle, la machine va générer des failles spatio-temporelles. Voilà. Donc la machine du Docteur Fou, qui va en fait accompagner tous les scénarios du jeu, qui va être vraiment le cœur du jeu. Ça va vraiment être le cœur du jeu, ça va être la machine du Docteur Fou qui va faire tout le déroulement de la partie. Voilà. Je vais vous montrer comment ça marche. Et vous avez le plateau. Alors, le plateau, il est assez particulier. Vous voyez qu'il n'est pas carré, il est triangulaire. Voilà. Hop. 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 Et vous avez un plateau de jeu circulaire, si on peut dire ça. Et qui finalement, en fait, représente bien la boucle temporelle. Parce qu'en fait, ça va vraiment être ça, le cœur du jeu, ça va être le voyage dans le temps, la boucle temporelle. Donc, on peut constater qu'il y a plusieurs époques. Vous avez
Euh, D'abord en premier, on va mettre comme ça va être mieux. Vous avez l'aube des temps, voilà, qui va être vraiment un petit peu le début, mais enfin, il est symbolisé par ce grand trait noir là d'ailleurs, le début. Mais bien sûr, en fait, ces deux époques-là sont adjacentes, hein. Même si là, on considère que c'est le début, et là, la fin, euh, les deux époques sont adjacentes. Vraiment une boucle temporelle, en fait. Il faut penser comme ça. Donc là, vous avez l'aube des temps, vous avez le Moyen Âge, vous avez la Renaissance, vous avez ici l'ère industrielle, vous avez ici l'ère mondiale, la mondialisation, enfin, ouais, l'ère, je sais pas trop comment ils disent dans le jeu. Là, vous avez l'ère robotique. Et là, vous avez la fin du monde, ou je ne sais plus comment ils disent, l'époque... oh, je ne sais plus comment ils appellent cette époque-là. En gros, c'est la fin des temps, quoi. Voilà. Euh, du coup, chaque époque sont adjacentes les unes aux autres de cette manière, en fait. Là, vous avez l'ère industrielle qui est adjacente à la mondialisation et à la Renaissance, et ainsi de suite pour chaque époque. La question d'adjacence est assez importante. Faut bien penser que voilà, chaque époque est adjacente à une autre dans ce sens-là en fait. Voilà. Et quand on dit dans le jeu, quand on parle d'époque suivante ou d'époque précédente, il faut bien penser que l'époque suivante, c'est dans la chronologie normale. Et l'époque précédente, pareil, hein, ça se suit dans la chronologie inverse. Voilà. Donc quelque part, si vous vous situez ici, ça peut paraître bizarre, mais voilà, la fin des temps précède l'aube d'humanité. Voilà, faut penser ça comme une boucle. Ok, donc ça c'est le plateau. Et une dernière chose ah non, il y a un autre plateau. Il y a un autre plateau, j'ai oublié. Donc ça va être ça va être à côté en fait. Ça va être une petite mise en place où vous allez disposer les pioches, les cartes, la défausse, etc. Et bien sûr, le scénario que vous avez sélectionné, vous allez mettre là. Comme si, voilà, c'est une sorte de télé là, qui s'allume et qui vous dit, voilà, agent de l'agence temporelle, voilà, du coup, vous allez devoir faire ceci, faire cela pour contrecarrer les plans du Docteur Fou. C'est un petit peu le QG, un petit peu ça. Voilà. Ok, et vous avez, du coup, pour finir, vous avez... Attendez, je vais aller bien caler au fond la règle là. Hop, vous avez la règle du jeu, vous voyez, qui est assez volumineuse, qui fait la taille de la boîte en fait au niveau de la largeur. Donc là, vous avez le règlement intérieur où on vous présente la mise en place. Ah, vous voyez, c'est un dépliant hein, presque. Hein. Vous avez tout ça là qui vous explique la mise en place, comment ça se joue. Vous avez une petite introduction sur les cartes, sur les plateaux, les tuiles joueurs, pardon. Petite introduction sur les phases d'action, les phases de jeu, sur les tours en fait, sur comment se joue chaque étape. Voilà. Et vous avez du coup le livret opérationnel. Alors, qui va lui, en fait, se focaliser sur les scénarios, avec une petite introduction pour les personnages, petite introduction pour chaque mission, et vous avez avec ceci une petite feuille qui permet d'ajuster le mode solo. Alors, il n'y a pas grand-chose à rajouter en mode solo, en fait. C'est juste la manière de sélectionner le joueur qui va jouer son tour. Enfin, le personnage, pas le joueur, mais le personnage. Quand vous jouez en solo, vous n'allez pas choisir, enfin, vous n'allez pas choisir le personnage qui va jouer. C'est fait d'une manière différente. Alors que quand vous jouez à plusieurs, c'est chacun son tour. Voilà. Donc, du coup, tout ça est précisé dans cette petite règle.
Mais voilà, le jeu en coop ou le jeu en solo est quasiment identique. Quasiment identique. Voilà, donc on va faire une petite mise en place. Je vais faire une petite mise en place là, hors caméra. Et puis je vais vous expliquer brièvement les phases de jeu, comment ça se joue. Et puis pour dégrossir un petit peu les règles et vous donner une idée de comment ça se joue. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai mis en place brièvement une partie. On va finir la mise en place ensemble s'il y a quelques éléments à rajouter. Je ne pense pas, hein. Mais là, je pense avoir fait ce qu'il fallait. Si, il fallait générer les clones, mais ça, on va voir. Donc là, en fait, j'ai choisi deux personnages. Alors, il me semble que le jeu vous conseille d'en prendre trois, mais bon, là, c'est juste pour illustrer. Donc là, nous avons la rôdeuse temporelle, voilà, qui, elle, en fait, son époque d'origine, c'est la mondialisation. Du coup, son personnage, je l'ai mis sur l'époque de la mondialisation là-bas. Voilà, c'est ici qu'elle va commencer la partie. Et lui, c'est... je vous mets au défi de prononcer son nom. Je ne le ferai pas, hein. Je vous laisse, prononcer ça comme vous voulez. Donc lui, il commence à l'aube des temps, ici. Voilà. Donc en fait, ça va être le point de départ de chaque personnage. Sur chaque époque, il est demandé de mettre une énergie qui va pouvoir nous permettre de faire des actions. Voilà. Et les actions qu'on va faire, disons que l'énergie va permettre de nous déplacer ou de faire ce qu'on appelle les loops, c'est-à-dire un retour en arrière au niveau de nos actions, qui va nous permettre, et ça je vais vous expliquer comment ça marche, ce qui va nous permettre en fait d'utiliser une action plusieurs fois. Et ce qui est le cœur du jeu. C'est le nom du jeu d'ailleurs, un loop, hein. Donc, voilà. Faire un loop, ça coûtera de l'énergie. L'énergie représentée par les petits cubes verts qui sont là. Au début, on en a un sur chaque, sauf sur deux époques qu'on pioche au hasard dans la pioche des époques du Docteur Fou ici. Il y en a une carte par époque. Et du coup, on en pioche deux, et du coup, moi j'ai pioché ces deux-là. Et sur ces deux époques, on met une faille temporelle. Voilà, une faille temporelle qui est représentée par les cubes rouges. Et on révèle les missions qu'il va falloir faire. Donc là, je précise, hein, j'ai fait une mise en place pour ce scénario-là, sabotage. Si vous faites un autre scénario, le plateau sera potentiellement différent. Donc là, vous avez combattre les failles. Donc là, ils me disent de retirer une faille à l'époque de Docteur Fou 5 fois. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est que, vous voyez que le Docteur Fou, il est là. Il est ici. Donc en fait, il est représenté par cette gouttière ici. Donc, en fait, selon où va se diriger cette gouttière-là, ça va indiquer l'époque où sera le Docteur Fou. Et bien à cette époque-là, ils nous disent d'enlever 5 failles. Et une fois qu'on a réussi cette mission-là, hop, on a avancé dans le scénario. Donc le but, ça va être en fait de détruire la machine en réalisant les missions. Là-bas, vous avez du coup ce qui va... Alors ça, c'est ici, pardon. Hop. Ça va être les cartes du Docteur Fou, ici, qui va indiquer où va se situer le Docteur Fou. Ici, vous avez le deck principal, la pioche. Et ici, vous avez la défausse. Voilà, ça, c'est pas compliqué. Le personnage. Ici, vous avez le deck de base. En fait, ce que j'ai fait dans le deck de base, je vais vous expliquer. J'ai pris les cartes des deux personnages qui correspondent à mes deux personnages. Donc, ils ont chacun 6 cartes et je les ai mélangées. Alors ça, c'est spécifique au mode solo, hein, parce qu'au mode coopératif, les joueurs ont chacun leur deck de cartes et on joue chacun notre tour. Là, ça va être différent pour sélectionner le premier joueur. Voilà, je vais vous expliquer ça tout à l'heure en faisant une partie. Donc, là, on a tout mis en place. Il nous reste juste à générer les clones. Alors, quand on joue en solo, il faut, d'après la règle, générer 7 clones. Alors, c'est assez sévère, mais bon, c'est la règle qui le dit. Donc, là, j'en ai 5, 6, 7. Voilà.
là, j'ai pioché mes jetons. Et chaque jeton, en fait, on va les mettre à l'époque qui correspond ici, au dos du jeton. Vous voyez? Donc là, celui-là, c'est l'époque de l'aube des temps. Ici, c'est la fin du monde. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle là-bas. Ensuite, ici, on a le Moyen-Âge. Ensuite, on a l'ère robotique. Hop. Et ici, on a la mondialisation. Donc, en fait, bien pensé, hein, quand vous me posez votre pion, vous le retournez. Là, c'est mondialisation. Vous le retournez et vous le posez. Parce que vous voyez que les deux faces ne sont pas les mêmes. Et ici, l'ère industrielle. Hop. Et ensuite, l'ère robotique encore une fois. Alors vous voyez que ici, ça symbolise l'époque où va être le clone. Et sur l'autre face, vous avez dans le monocle du clone une autre époque. Et bien ça, c'est l'époque où va falloir envoyer le clone pour le détruire. Et donc, un des gameplays principaux du jeu, ça va être essayer, avec des actions que vont nous donner nos cartes, de déplacer des clones pour essayer de les détruire. Par exemple, celui-ci, pour le détruire, il faut que je l'emmène à la fin des temps. Et du coup, il va falloir que j'utilise une carte pour le déplacer ici et pouf, le détruire. Voilà. Ce qu'il faut penser, ce qu'il faut savoir, c'est le nombre de clones sur une époque qui vont aggraver la situation. Plus il y a de clones à une époque, plus ils vont générer de failles. Voilà, c'est ça qu'il faut penser. Le Docteur Fou, quand il va aller à une époque, il va générer 2 failles et chaque clone en plus va générer une faille supplémentaire. Donc ça peut vite tourner au vinaigre cette histoire de clones. Voilà, donc ensuite, les clones, c'est fait. La pioche reste à disposition, parce qu'on va en avoir besoin tout au long de la partie. Et on va faire un tour de jeu pour expliquer comment se joue une partie. Alors, pour faire les phases de jeu, vous avez... non, ça c'est un petit... C'est les jargons de l'agence, ça c'est pour le vocabulaire, ça. Ok? Donc vous avez ici une aide. Voilà. Donc en fait, ça va être la procédure à suivre pour faire un tour de jeu. Tout ça, ça correspond à un tour de jeu. Donc en fait, chaque joueur va devoir appliquer ça à son tour. Et quand vous jouez en solo, à chaque fois qu'un personnage va jouer, donc à chaque fois qu'un personnage va jouer, vous allez devoir appliquer tout ça. Voilà, pour chaque personnage à tour de rôle. Alors, on va faire un tour de jeu pour expliquer un petit peu le gameplay et on va faire voir un petit peu la procédure à suivre. Donc tout d'abord, avant ça, ce qui est spécifique au mode solo, il va falloir sélectionner le joueur, sélectionner le personnage. Pour sélectionner le personnage, c'est tout simple, on retourne une carte et on va l'attribuer à son personnage. Dès qu'un personnage a 3 cartes, il aura, ça sera à lui de jouer. Voilà, c'est tout simple. J'ai oublié de faire une chose, c'est mettre des cartes disponibles. Parce que là, du coup, vu qu'on parle de cartes, ça me fait penser à ça. En fait, au niveau de la mise en place, il va y avoir des cartes disponibles autour du plateau de jeu. Et il va y en avoir d'autres au fur et à mesure du jeu. Ce qui permettra de constituer après son deck. Il y a un mini principe de deck building dans le jeu. J'ai complètement oublié. Alors, on va en piocher 2. La première, alors c'est mondialisation, expérimentation génétique, générer un clone, retirer une faille à l'époque sur chaque des 2 époques adjacentes. Ah, c'est pas terrible ça. Ah, excusez-moi, ça c'est une carte de l'extension. Ah, j'ai mélangé les... J'ai mélangé... Ah, ça aussi. Ah, mince. Ah, j'ai pas fait attention, j'ai mélangé avec l'extension. Ça, on verra. Alors, donc ça c'est l'aube des temps. Chaudron celtique. Vous voyez, après il y a son effet là. Oh, ça c'est pas terrible. Attends, pioche une carte et
Deux agents peuvent défausser. Ah non, deux agents peuvent défausser, détruire une carte de leur main pour se déplacer à son époque d'origine ou lui ajouter une énergie. Ouais, bon, je sais pas, ça m'intéresse pas trop cette carte en tout cas. Donc la carte en fait après on la met ici. Bon, faut pas que je mélange, faut pas que je mélange avec mes personnages. Du coup, on va la placer ici. Elle va être disponible. C'est-à-dire qu'en fait, en fin de tour, quand un personnage va finir son tour sur une époque, il va pouvoir s'emparer de la, de la carte et la mettre sur sa pioche. En fait, et ce qui va en fait, au fur et à mesure, grossir le deck. Voilà. Et une deuxième, aspirateur laser. Deux agents peuvent chacun retirer une faille à leur époque. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est l'ère robotique. Vous voyez, l'époque de la carte, elle est située ici. Et du coup, il faut respecter ça. Et du coup, la carte va finir là. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va sélectionner le joueur qui va jouer. Donc, on pioche les cartes. Donc ça, c'est la rôdeuse. On le voit ici. Je suis désolé, le sleeve, on voit mal. La rôdeuse temporelle. Ensuite, rôdeuse temporelle encore une fois. Donc là, la prochaine carte, si c'est la rôdeuse temporelle, ce sera elle de jouer. Donc là, on a le petit bonhomme bleu. Là. Encore lui. Donc la prochaine carte, elle va décider quel personnage va jouer. Voilà. Tac. Et du coup, ça sera la rôdeuse temporelle. Voilà. Donc, maintenant qu'on a sélectionné le joueur, ça va être elle. C'est la chance un petit peu qui va sélectionner le joueur. Mais vous allez voir que en fait, quand vous allez mettre des cartes comme ça, vous allez pouvoir choisir à qui les donner et vous allez pouvoir forcer un petit peu le destin. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la phase fou. Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est générer des clones. Donc là, ce qu'il faut... Comment on sait combien de clones on génère, bien, faut regarder où se trouve le deck. Parce que ce deck-là, en fait, une fois qu'on aura pioché toutes les cartes, on va remélanger les cartes et on va le déplacer d'une case, et ainsi de suite. Il y a 3 phases dans le jeu. Première phase, vous voyez qu'il y a un clone qui est généré et une carte. Deuxième phase, c'est 2 clones et une carte. Troisième phase, c'est 3 clones et une carte. Vous voyez que plus vous tardez dans le jeu, plus c'est difficile. Donc là, on va générer un clone. Hop, donc ça en fait un en plus. Vous voyez que c'est vite rempli, un plateau. Fin des temps. Hop, ici. Ensuite, on rend disponible une carte. Voilà, donc je prends une carte et je la rends disponible. Donc, c'est bien ça, Bataclou. Placez un clone de votre époque à l'époque de Dr. Fou, retirer une faille à l'époque de Dr. Fou. Ça, c'est... Ou retirer une faille de l'époque du Dr. Fou. Ça peut être bien, par exemple, pour cette mission-là. Cette carte. Donc, celle-là, elle se situe à la fin des temps. Et du coup, il va falloir essayer de la récupérer. Notre rôdeuse, elle est ici. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Révéler une carte du Dr. Fou et lancer les cubes. Alors, là, en fait, il va falloir révéler une carte ici. Hop. Et ici, on a la fin des temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette carte? Cette carte nous dit que le Dr. Fou va se rendre à la fin des temps. Donc, fin des temps. Hop. Il se rend à la fin des temps. Vous voyez que là, c'est la gouttière du milieu qui symbolise où va le Dr. Fou. Donc là, il va fin des temps. Ensuite, on génère 2 clones. On génère 2 failles, pardon, plus autant de failles qu'il y a de clones. Donc là, c'est pas une bonne nouvelle. Hop, on va la mettre là. C'est pas une bonne nouvelle parce que là, on va générer du coup 2 failles plus 2 puisqu'il y a 2 clones. Donc ça fait 4 failles. Alors, comment on génère... Comment on fait on dispatche les failles temporelles? Vous prenez les 4 cubes qu'on vous a demandé de prendre
Et il nous est demandé là, lancer les cubes. Lancer les cubes. Qu'est-ce que ça veut dire lancer les cubes? En fait, du coup, les cubes, il va falloir les lancer dans la machine, ici, et ça va dispatcher, pas forcément équitablement d'ailleurs, les failles. Autant vous dire que ça peut vite tourner au vinaigre. Pourquoi? Parce que chaque époque peut supporter 3 failles. Au bout de la 4e, l'époque, ça crée un vortex. Et du coup, c'est pas bon, parce que ça peut entraîner une fin de partie. Donc, on prend les cubes et on les lance dans la machine. Voilà. Donc, vous voyez, les cubes, ils sont dispatchés. J'en ai 2 ici, un là et un là. Et je trouve qu'ils se sont bien répartis, parce que c'est pas tout souvent le cas. Donc là, du coup, vous voyez qu'il y avait une faille au début de la partie. Il y en avait une. Hop, hop, hop. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on constate que ici, s'il y a une prochaine faille, l'époque est détruite. Enfin, est détruite. Il y a un vortex. Et le vortex, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enlève la tuile ici et on met un vortex comme ça. Voilà. Donc là, c'est dangereux. Et on enlève les cubes, bien sûr. On repart à 0. Et après, prochaine fois qu'il y a un vortex ici, c'est fin de partie. Voilà, tout simplement. Et en plus, ça élimine la mission. C'est-à-dire qu'à mettons, là, du coup, là, le but du jeu, ça va être de faire les missions ici, qui sont ici. Bah là, va falloir essayer de protéger cette époque. Vous voyez? Donc là, celle-là, pareil, je la mets sur ses emplacements. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Ça, c'est celle qu'il y avait au début du jeu, début de la partie. Donc voilà. Alors le pouvoir spécial de ma rôdeuse temporelle là, c'est après avoir lancé les cubes de la machine, annuler un de votre choix parmi celles qui vient de tomber. Donc on va enlever une faille. J'ai le droit, c'est mon pouvoir spécial. Hop, on va enlever un ici parce que comme je vous dis là, c'est une époque qu'on doit conserver le plus possible. Voilà. Donc là, on a fait toute la partie phase fou. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Action possible. Se déplacer d'une époque. Donc, on a un déplacement gratuit symbolisé par l'énergie qu'on a ici. Vous voyez que si je retourne, hop, l'énergie est consommée. Ça nous permet de nous déplacer d'une époque gratuitement. Donc déjà, on peut faire ça. Après, on peut toujours se déplacer d'une autre époque, mais par contre, ça coûtera une énergie pour chaque déplacement. Là, par exemple, j'ai un cube d'énergie, je pourrais très bien le faire. Ensuite, épuiser les cartes. Donc ça, c'est les cartes que j'ai ici. Et appliquer son effet. Ou faire un loop d'une dimension qui correspond. Ça coûte 1, puis 2. Enfin, à chaque fois que vous faites un loop, ça coûte une énergie supplémentaire. Voilà. Donc on peut en faire plusieurs, mais ça coûte de plus en plus cher. Donc là, en fait, j'ai ces 3 cartes ici. Donc, ils disent que je peux épuiser une carte. Donc, épuiser, ça veut dire que je vais prendre la carte, je vais faire ça, hop, et je vais appliquer son effet qui a marqué en bas. Voilà. Par exemple, je vais faire ça, hop, et du coup, ils disent ajouter une énergie à l'époque précédente. Donc là, je vais prendre un cube énergie. Attendez, bougez pas. Voilà, je prends un cube énergie et je le mets à l'époque précédente. Donc l'époque précédente, attention, il faut bien respecter le sens. Là, l'époque précédente, ça va être ici. Je mets une énergie. Ensuite, repousser un clone de votre époque avec les mitaines de bagarre. En gros, je vais mettre un pain. Et un pain à travers le temps. Ça, c'est quand même extraordinaire. Je vais lui donner un coup de poing et il va voyager du coup dans le futur. Lui, je peux le déplacer de une époque. Et lui, pour le détruire, il faut que j'envoie à l'époque robotique. Donc, je vais utiliser ce pouvoir-là, je vais l'épuiser pour déplacer ce pion et le détruire. Et du coup, ça nous fait un clone en moins. Voilà. Et ensuite, je peux retirer une faille de mon époque. Alors ça, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas de faille ici déjà d'une.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon déplacement gratuit, hop, pour déplacer mon personnage d'une époque, ici, et je vais enlever cette faille-là, voilà, par exemple. Et du coup, j'ai utilisé tous mes pouvoirs. Voilà. Donc, j'ai fait du coup mon déplacement gratuit. Je peux déplacer encore mon personnage en utilisant ce cube d'énergie. J'ai le droit pour me déplacer. Mais je peux aussi, et on va faire ça tout de suite, faire un loop d'une dimension en utilisant un cube d'énergie. Je vais le faire du coup pour expliquer comment ça marche. Faire un loop, ça va vouloir dire remettre en disposition des cartes qu'on a ici. Mais il faut d'une famille spécifique. Les familles, il y en a 4. Vous avez l'étoile ici, vous avez les stries, vous avez la spirale et vous avez le trou noir. Alors les cartes qui ont un trou noir, vous ne pouvez pas faire de loop. Par contre, vous pouvez faire un loop sur les 3 autres dimensions. Voilà. Moi, manque de bol, j'ai une dimension différente. Si j'avais, par exemple, mes 3 cartes, c'était des cartes étoiles, et ben j'aurais pu faire un loop de la catégorie, de la dimension étoile, et du coup, j'aurais redressé les 3. Là, comme j'ai 3 époques différentes, des dimensions différentes, je vais devoir choisir une dimension, et malheureusement, du coup, il n'y aura qu'une carte que je pourrais retourner, que je pourrais redresser. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un loop. Donc, je vais utiliser l'énergie qui est ici. Et je vais redresser cette carte-là, que je vais utiliser tout de suite pour repousser un clone de mon époque. Hop, je l'épuise. Et je vais repousser celui-là, que je vais repousser à une époque adjacente pour les détruire. Voilà. Tac. Du coup, là, j'ai mon tour. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai généré de l'énergie. J'ai enlevé une faille. J'ai tué 2 clones. Ça a l'air d'être mon tour. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce jeu, il va nous demander d'optimiser notre tour avec le si peu de cartes qu'on a. Il va falloir essayer, de combiner toutes ces cartes, nos capacités spéciales, notre faculté à nous déplacer, les tuiles pour faire des loops, tout ça, pour essayer de faire le tour le plus rentable possible. Ça paraît simple comme ça, mais en fait, c'est ultra compliqué, ultra pointu. On peut faire des combinaisons extraordinaires, mais il y a des fois, par contre, on peut absolument rien faire et on est bloqué. Et c'est là où, en fait, le bas blesse, on va dire. Le jeu peut être extrêmement punitif. Par exemple, le prochain tour, le Dr Fou vient ici, il génère 4 failles, vous en avez 2 qui arrivent ici, c'est terminé, vous avez une faille, une époque qui part en vrille, en début de partie. Ça veut dire que prochain tour où il y a une faille, où il y a un paradoxe, pardon, vous faites un vortex en fait, si vous faites un vortex sur un vortex, ça met fin à la partie. En gros, l'univers explose. Donc c'est un jeu qui peut être extrêmement punitif, qui n'est pas facile. Par contre, qui peut être très jouissif quand on arrive à combiner des choses, faire dans l'ordre. Là, vous voyez, j'ai pas réfléchi, mais je suis sûr que j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus optimisé. Voilà. Donc là, on a fait du coup notre phase action disponible, et on les a toutes faites d'ailleurs. On les a toutes faites. Là, je vais pouvoir faire la phase 3, qui est ajouter une carte à votre deck. Donc là, en fait, je vais regarder les cartes qui sont disponibles à mon époque, où je suis, donc c'est ici. Vous avez l'aspirateur laser, qui m'intéresse fortement. Et cette carte, en fait, 2 agents peuvent retirer une faille à leur époque. Là, cette carte, je vais la retourner et je vais la mettre sur mon deck de jeu. Et vous voyez qu'il y a une petite partie deck building, en fait, où je vais constituer petit à petit mes cartes. Ensuite, on va passer à l'archivage des tuiles sabotage. Donc en fait, ça c'est pour quand on joue avec les missions. C'est pas tout le temps le cas, hein. Et là, du coup, si jamais j'avais réussi à faire une mission, par exemple celle-là, il faut terminer sur l'époque de la mission que vous voulez archiver. Et une fois que vous êtes sur l'époque
ou d'une mission qui a été achevée, hein. Là, vous voyez, elle est pas commencée encore, mais si jamais elle était achevée, j'aurais fait en sorte que mon personnage termine sur la tuile pour archiver la tuile. Et pour gagner la partie, il en faut 4, je crois. Victoire 4 tuiles sabotage, marqué. Voilà. Donc voilà. Bon, là, du coup, il n'est pas commencé. Donc moi, cette phase-là, archiver une tuile sabotage, déjà, je suis sur un emplacement où la tuile n'est pas révélée. Et du coup, il n'y a pas de mission. Et fin de tour. Donc là, on doit défausser la main. Donc je dois défausser ma main ici. Hop. Je la mets dans une défausse. Là, je la mets là, mais après, il faut bien organiser sa table. Ok. Il faut que je remette l'agent face batterie pleine. Vous voyez que là, la batterie est vide. Chut, batterie pleine. Et tous les joueurs complètent leur main à 3 cartes. Donc là, en fait, je refais. En fait, là, je repioche. Et je mets les cartes sur les joueurs qui correspondent. Alors là, vous constaterez que la carte que j'ai piochée, je l'ai mise sur mon deck. C'est comme ça que la règle nous dit de faire. Donc cette carte-là, du coup, c'est la prochaine carte que je peux mettre disponible, que je peux mettre à un personnage. Par contre, vous voyez qu'il n'y a pas de personnage prédestiné pour cette carte. Et ben ça, c'est une carte du coup que je vais pouvoir mettre sur le personnage que je veux. Par exemple, si je veux faire jouer Psyzek là, et ben je vais mettre la carte ici. Du coup, il aura ces 3 cartes et ça sera à lui de jouer. Voilà. Donc, admettons, c'est ce qu'on va faire. C'est à lui de jouer. Et du coup, à partir de là, on reprend un autre tour. C'est-à-dire, on refait une phase fou, où on génère des clones, on va rendre une carte disponible, on va révéler la carte fou, etc., etc. Donc là, par exemple, je génère, du coup, on est à cette phase-là, donc un clone, hop, ici, robotique, et une carte disponible. Donc là, ça va être la mondialisation. Mondialisation, c'est là, hop. Et on révèle une carte fou. Là, le docteur fou va aller à la mondialisation. Hop. Il va ici, je sais pas si je suis bien aligné là, hop. Et on nous demande de générer une faille, plus autant de failles que de clones. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de clone. Donc on va générer 2 failles. C'est 2 failles plus, oui c'est ça, c'est 2 failles plus le nombre de clones. Donc là, je prends 2 cubes rouges. Je les mets dans la machine. Hop. Vous voyez, les 2 là, elles ont terminé à l'époque de la mondialisation. Alors c'est un jeu qui joue avec les nerfs, hein. Ces phases-là, là, ça joue avec les nerfs, hein, bien sûr. Vous l'aurez deviné. Ensuite, du coup, on reprend notre tuile. Et là, c'est la phase action. C'est-à-dire que je regarde mes cartes et j'essaie d'optimiser mon tour. Donc, je répète, hein, je peux faire un déplacement gratuit, je peux me déplacer avec une énergie, je peux faire un loop en utilisant une énergie et je peux épuiser mes cartes. Voilà. Donc, vous voyez que là, ça serait intéressant de faire un loop. Pourquoi? Parce que j'ai 2 cartes de la dimension galaxie ou étoile, ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Donc là, il va falloir essayer d'optimiser le tour. Par exemple, je peux faire repousser un clone de votre époque avec le pelage urticant. Donc en fait, il va se piquer les fesses et il va courir tellement vite qu'il va franchir les 88 miles à l'heure et voyager dans le temps. Du coup, moi, je vais faire ça. Je épuise ma carte et je vais le déplacer à l'époque fin des temps et ça va le détruire. Alors vous voyez que quand les clones sont à côté de leur époque où ils vont être détruits, c'est facile. Mais par contre, quand vous avez un clone comme celui-ci qui doit aller là pour être détruit, c'est plus compliqué. Quand vous avez un clone qui est à l'opposé, c'est un peu plus délicat. Comme ici par exemple, ce clone là pour le détruire, il faut l'emmener jusqu'ici. Donc c'est pas évident. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais ajouter une énergie à l'époque adjacente. Tac, par exemple. Donc à une époque adjacente, je vais aller où moi? Je vais aller là pour essayer de récupérer le Bataclou. Donc je vais mettre une énergie là, ça va être intéressant. Et 2 agents peuvent retirer chacun une faille à leur époque. Bah là, je vais le faire.
Donc lui, il va enlever une faille. Et puis la rôdeuse, elle va enlever une faille, mais malheureusement, elle n'en a pas à disposition. Voilà. Vous voyez que le pouvoir spécial de Sisek, là, quand vous utilisez votre déplacement gratuit, vous pouvez vous déplacer d'autant d'époques que vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, lui, quand vous utilisez votre déplacement gratuit, hop, il peut se déplacer où il veut. Voilà, bon, moi je vais me déplacer là, par exemple. OK. Et ici, je vais utiliser une énergie pour faire un loop. Et je vais faire un loop de la dimension étoile. C'est-à-dire que je redresse ces deux cartes ici. Voilà. Donc là, avec ces deux cartes, je vais les utiliser. Je vais épuiser cette carte-là pour ajouter à une énergie à une époque adjacente. Je vais mettre ici, par exemple. Je vais, du coup, deux agents peuvent chacun retirer une faille à leur époque. Donc, il n'y a que lui qui en a une, donc il va enlever le petit cube. Hop. Et là, voilà, du coup, j'ai fini ce que je pouvais faire. Là, vous voyez qu'il me reste un cube d'énergie. Je ne peux pas faire un deuxième loop parce qu'il me faudrait deux énergies. Parce qu'en fait, voilà, pour le deuxième loop, il faut deux énergies. Par contre, je pourrais me déplacer, par exemple. Moi, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je veux récupérer cette carte. Donc là, en fait, on poursuit. Ajoutez une carte à votre deck. Ça va être le cas. On va prendre celle-là. On la met sur notre deck. Ensuite, une tuile sabotage. Bon, bah là, on n'a pas fait de mission, donc c'est pas le sujet. Et fin du tour, défaussez votre main. Remettez le joueur sur la batterie pleine. On défausse les cartes. Hop. Et on rechoisit, du coup, après, on repioche les cartes, on alloue les cartes au personnage, et on refait un tour. Donc, vous voyez à peu près comment ça se passe pour jouer. Alors, vous voyez que j'ai pas du tout avancé sur l'émission parce que j'ai joué sans réfléchir. Le but, ça va être de faire l'émission. Là, la partie, ça vous paraît bien parti parce que j'arrive à faire des trucs, à combiner, à trouver des clones, tout ça. Le problème, c'est que là, au bout du deuxième tour, j'ai pas avancé sur la mission. Ça commence à... C'est pas bien parti. Franchement, je pars avec un handicap. Donc, on peut mieux faire, quoi. On peut mieux faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est à peu près tout sur la manière de jouer à The Loop. Bien sûr, la partie va varier en fonction du scénario et en fonction des extensions, mais vous connaissez les grandes lignes du jeu. Voilà, c'est le principal. Je pense que c'était le but de cette étape dans la vidéo. C'était de vous montrer un petit peu le gameplay. Et pourquoi je l'ai fait avant de déballer les extensions? C'est parce que les extensions comme ça vont plus vous parler. Les pions, le contenu va un peu plus vous parler que si vous ne connaissiez pas le jeu, enfin la manière de jouer. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause là. Je vais ranger tout mon matériel et je vais passer au déballage d'une extension. Voilà. Je vais faire la place parce que là, j'ai plus de place sur ma table. On se retrouve tout de suite. On va passer tout de suite au déballage de la première extension. Alors, la revanche de Fuzila. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater quand on voit la jaquette déjà? On va voir du coup un nouveau méchant et deux nouveaux personnages. Et ce qui est intéressant là, donc on va avoir du coup des jumeaux qui vont être du Moyen-Âge. Et ici, vous allez avoir Docteur Fou, mais jeune. Presque enfant d'ailleurs. Je sais plus s'il est, je sais plus s'il est enfant ou s'il est juste un peu plus jeune. Mais en gros, c'est comme si on aurait recruté l'agence aurait recruté le Docteur Fou dans le passé pour lutter contre lui-même dans le futur. Je trouve ça super intéressant dans l'histoire. L'idée est géniale en fait. L'idée est géniale. Alors, déjà, bon, vous voyez, premier défaut qu'on pourrait donner au jeu, c'est la boîte. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? On dirait une boîte à
la céréale, là, où je sais pas trop comment expliquer. Là, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est dans le but de, pareil, de réduire les coûts. Mais bon, enfin, une bonne boîte, quoi. Enfin, en plus, c'est pareil, le contenu, ils auraient fait un livret un peu plus petit, ils auraient fait une boîte, une vraie boîte, mais moitié moins grande. Je pense au niveau coût, écologie, tout ça, on s'y retrouverait. Il n'y a rien qui monte là. Hop. Vous voyez, c'est la différence, c'est ça le problème, c'est que du coup, pour voir s'il n'a pas oublié un élément, obligé de mettre la main dedans, on ne sait pas trop, on secoue la boîte. Ouais, c'est pas ça, c'est pas terrible. Ça, non, non, moi non. Euh, si les jeux de société ne le font pas, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, c'est ça, c'est que c'est pas pratique, quoi. Les éditeurs, s'ils ne éditent pas leurs jeux dans des boîtes comme ça, c'est qu'il y a une raison. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, c'est... Ah oui, parce que vous pouvez avoir des objectifs personnels que vous pouvez... C'est des petites missions annexes que vous pouvez faire pendant une partie et puis vous cochez quand vous y arrivez. C'est des petits défis, en fait. C'est des petits défis. Il me semble que dans la boîte de base, il y en a à la fin du livret. À la fin du livret. Donc là, vous avez du coup le livret de règles spécifique à... donc là, on présente les personnages et on rajoute les règles spécifiques au scénario. Alors là, il y en a deux, je crois. Ouais, il y en a deux. Il y a deux scénarios en plus dans l'extension. Vous avez l'extension la plus attendue. Donc, le Fuzilapocalypse. Ah, je ne sais pas comment dire. Fuzilapocalypse. Ah oui, d'accord. Fuzilapocalypse. Je croyais que je m'attendais à Fuzilapocalyptique. Non. Fuzilapocalypse. Donc là, en fait, vous allez vous battre contre, du coup, Fuzila. Alors, on va le montrer tout de suite, ce Fuzila, parce que il intrigue tout de suite, hein, en ouvrant la boîte, hein, il intrigue. Voilà, donc Fuzila. Ma table est noire, on ne le voit pas trop. Mais en gros, voilà. Alors, il n'est pas noir, hein, il est bleu marine, mais bleu marine très foncé. Il est même pas, il est violet. On voit pas trop la caméra là, mais la couleur. Il paraît noir à la caméra, mais en fait, il est vraiment violet très très foncé. Il est violet. Attendez, bougez pas. Et il est violet très foncé, très 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 foncé. Il n'est pas noir. Bon, après, on s'en fout un peu de la couleur, mais c'était juste pour. Par rapport à la logique de la boîte, ça respecte quoi, en fait. Ok, donc là, il nous explique un peu le matériel. On a des cartes en plus, voilà. On a des règles mises en place spécifiques, vous voyez, avec des éléments qui vont être différents. Vous voyez là, la place des tuiles sabotage avec les tuiles, avec les missions là. On va avoir juste, on va avoir une autre tuile là, qui va remplacer avec un petit cube bleu. Vous allez avoir quoi d'autre? La manière de bouger Fuzila, comment il se déplace, qu'est-ce qu'il fait, son gameplay, comment il agit. Là, vous allez avoir les niveaux de difficulté. Vous pouvez vraiment améliorer, comment dire, rendre le jeu un peu plus difficile. À vos risques et périls, bien sûr. Ensuite, vous avez le matériel additionnel pour le scénario suivant. Les 7 boules de kaiju. de kaiju. Les kaiju, c'est les monstres, vous savez, les monstres un peu comme Godzilla. Vous avez King Kong. C'est considéré un peu comme un kaiju. Alors le vrai King Kong de base, hein, pas le King Kong de Peter Jackson. Mais voilà, King Kong là, est considéré comme un kaiju. Vous avez le Godzilla mécanique. Vous avez Mothra. Vous avez plein de monstres japonais qui sont les kaiju. Ouais, c'est les monstres qui détruisent les villes. C'est ça les kaiju. Et les 7 boules, bah, les 7 boules de Dragon Ball Z, je pense. Et là, du coup, ils ont fait un mix des deux, je sais pas.
Je n'ai pas fait ce scénario-là, je peux pas vous dire. Ce mode de jeu, vous jouez au chat et à la souris avec l'adorable Fuzilla. Bon, je sais pas trop comment ça se passe, mais on verra. On va voir si on fera une partie. On verra bien. Voilà. Et du coup, vous avez voilà, le livret qui reprend les éléments spécifiques au mode de jeu pour les deux scénarios supplémentaires. Voilà. Vous avez ensuite les pions personnages, parce que vous en avez deux supplémentaires, comme on a vu sur la jaquette. Alors, ces deux personnages, vous allez voir que c'est deux frères et qui veillent l'un sur l'autre. Hein. Vous voyez que c'est les deux pions en forme qu'un, mais pouf, ils peuvent se séparer. Ça veut dire qu'en fait, le joueur, le personnage, enfin les deux personnages, qui en fait c'est un seul personnage, mais qui se divise en deux, quelque part, ont des effets. Enfin, il a un effet quand il est divisé et il a un effet quand les deux sont rassemblés. Quand les deux sont rassemblés, vous avez un effet beaucoup plus puissant. Et quand vous allez diviser vos personnages, vous allez avoir un effet beaucoup plus décuplé, mais avec, enfin, moins puissant. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. Ça, c'est pour les pions personnages. Pareil, les pions en bois, normal. Enfin, vous avez le petit personnage du Docteur Fou, hein, enfin du Fou Junior. Je sais pas comment il s'appelle. On va voir ça tout de suite. On va ouvrir les tuiles personnages. Hop. Alors, comment il l'appelle? Fou Kleinschlag. Donc, c'est le vrai nom du Docteur Fou. Voilà. Fou Kleinschlag. Donc, en fait, c'est Docteur Fou, mais petit. Voilà. Il était déjà apparemment bien intelligent quand il était petit. Il a une tête de gamin. Hein. Je pense que oui, c'est quand il était petit. Voilà, donc avec son pouvoir spécifique, hein, une fois pendant votre tour. Ah, c'est pendant la phase action. Pivotez la machine pour placer le Docteur Fou à l'époque de votre joueur. C'est assez puissant. C'est assez puissant. Les jumeaux sont considérés comme deux agents que vous pouvez contrôler. Deux agents différents. Chaque fois que vous effectuez une action, choisissez avec quel jumeau. Ça peut être sympa parce que du coup, on peut faire des actions à deux endroits différents de la map. C'est pas mal. Ça, c'est pour les personnages. Et puis, vous avez la fameuse tuile mission avec les deux scénarios supplémentaires, avec un petit résumé. Les deux personnages là que vous pouvez jouer, vous pouvez les rajouter à un scénario de base ou même genre une partie de base de la boîte de base ici. Hein. C'est parfaitement jouable sur une partie autre que ces deux scénarios-là, hein, bien sûr. Vous pouvez prendre un scénario de la boîte de base ici et jouer avec un de ces personnages. Ou même rajouter ces personnages à votre équipe. Ça, il n'y a aucun problème. Donc là, vous avez les tuiles supplémentaires. Donc ça, c'est pour le scénario les 7 boules de kaiju. Et ça, c'est pour le scénario la revanche de Fuzilla. Donc en fait, ça, c'est des tuiles pièges. Et ces pièges-là, il va falloir les activer pour infliger des dégâts au Fuzilla. Alors, le Fuzilla, il a une carte de points de vie, on peut dire ça comme ça, qui se situe... Mince. Peut-être collé, non? Ah oui, c'est ça. Donc là, vous avez du coup la carte avec les points de vie. Voilà. Et puis d'autres petits effets que vous pouvez avoir ici. Et vous avez une carte ici, face vous, que vous allez en fait rajouter à la tuile de base. En fait, ça c'est la tuile de... Vous savez, la tuile qui nous explique les phases, chaque phase d'un tour. Et ben en fait, vous allez rajouter ça au début. Je crois que c'est au début, en début de jeu, au début de phase. En fait, avant de prendre la tuile, vous allez d'abord faire cette phase fou
de cette carte-là, spécifique du coup à l'extension ici. Hein, le petit symbole là, ça veut dire que ça appartient à l'extension. Vous allez commencer par appliquer ces effets-là avant d'appliquer les effets de la tuile, de faire les phases de la tuile, du tour. Ça permet en fait, c'est juste en fait pour rajouter la fonctionnalité Foodila. Hein. C'est juste ça. Voilà. Puis ça, c'est si vous jouez l'autre scénario, bah c'est de l'autre côté. Voilà. Donc ça c'est ça. Ensuite vous avez les cartes spécifiques aux joueurs. Donc là vous avez les cartes spécifiques aux joueurs jumeaux et puis là les cartes spécifiques aux joueurs de euh, Fu Kleinschlag. Voilà. Il me semble qu'il y avait des cartes supplémentaires pour le deck de base, pour les decks, bah oui, pour le deck de base, mais je les ai déjà rajoutées, il me semble. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai pioché et c'était des cartes qui appartenaient à l'extension. Donc, c'est une erreur de ma part. Il va falloir que je rectifie ça. Donc voilà. Et puis, bah, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dans l'extension. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Du coup, ils auraient pu faire l'effort de mettre une boîte plus petite. Et genre une boîte comme ça, quoi. Ah, j'ai oublié bref, une boîte comme ça. Hop. Et vous mettez tout ça dedans. Et puis voilà, vous mettez ça à 20 balles. Et puis on n'en parle plus. Et eux, ils ont préféré, voilà. Je pense qu'ils ont, surtout par rapport à la règle de jeu, ils ont voulu garder le format de la boîte de base et du coup, ça les a un petit peu forcés à faire une boîte comme ça. Et pour réduire les coûts, bah, ils ont fait une boîte en carton de merde, quoi. Bon, écoutez, c'est une extension. Moi, je pense que le but, enfin, comment dire, à la limite, ça, bah, vous le mettez de côté ou vous le balancez ou je sais pas. Après, ça fait du déchet, mais bon, vous le gardez, peu importe. Mais tout ça, là, vous le mettez dans la boîte de base et puis on n'en parle plus. Pareil pour la petite extension supplémentaire, qui d'ailleurs, on va ouvrir tout de suite. Je range cette extension-là et puis on ouvre la petite. Je suis impatient de voir les nouveaux personnages que vont nous donner l'extension. J'ai pas encore déballé le jeu, il est encore sous blister. Je suis assez hypé. Je sais pas si ça se dit. Hop. Donc je range tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, nous sommes du coup à la dernière partie de la vidéo présentation de The Loop où on va parler de l'extension, la dernière, l'extension The Loop, la brigade à poil. Alors pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'on a 2 personnages en plus qui sont un chat et un chien. Voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, on va essayer de pas trop abîmer la boîte parce que ces couteaux-là, ils coupent comme un rasoir. J'y vais doucement parce que tu vas peut-être dû prendre un ciseau, pris moins de risques. Hop, ça suffira. Je crois que j'ai abîmé la boîte. Hop. Hop là. Mettre ça à la poubelle. Non, ça bon, je l'ai pas abîmé. Ouais. Alors, donc on retrouve ce principe de boîte. Bon allez, passons. Ah bah le contenu n'a rien à voir. Là, les cartes brillent plus que mon jeu de base, bien sûr, parce que bon, les cartes commencent à être usées. Enfin, mes sleeves en tout cas. On va commencer par quoi ? Bah, par les personnages, hein, parce que de toute façon, c'est de ça qu'on va parler. Alors, on a quoi déjà ? On a Arsène Lupus. Donc, il est magnifique ce personnage. Il est intriguant.
Il est intriguant. Et du coup, lui, à Lupus, hein, par rapport au chien, euh, Arsène Lupus. Donc je pense que ça va être un sorte de voleur, je devine. Chaque fois que vous activez une carte de la dimension trou noir, jetez un cube noir. Donc ça va sûrement être ces cubes-là. Et ces cubes noirs, la machine Docteur Fou. Et ces cubes noirs, à mon avis, ils vont avoir un effet spécial. Je suis curieux de voir ça. Et ensuite, on a... Alors, Saruman le noir. Alors après Saruman le blanc, là on a Saruman le noir. Ouais, je sais pas si dans le Seigneur des Anneaux il s'appelle c'est Saruman le blanc ou Saruman le sage. Je sais plus. Bah, bref, en tout cas c'est rigolo quoi. Le clin d'œil est. Donc là on va avoir un magicien. On va avoir un magicien. Votre main est de 4 cartes au lieu de 3. Donc lui il a une carte supplémentaire. Ah oui, je m'attendais. Ah, il a que des. Vous voyez que lui, dans son deck, il a que des cartes trous noirs. Parce que ça, je vous ai pas dit, mais les dimensions qui sont ici, en fait, ça montre les cartes, les dimensions qui se trouvent dans le deck de base du personnage. Vous voyez, il y a 6 cartes dans le deck de base de chaque personnage. Et vous voyez que sur les 6 cartes, et ben vous avez 3 cartes qui sont trous noirs et du coup 3 cartes qui sont une dimension différente. Et lui, il a que des cartes trous noirs. Ça fait que lui, en fait, il ne peut pas faire de loop. Parce que les trous noirs, on ne peut pas faire de loop sur les cartes trous noirs. Donc en fait, en tout cas au début de la partie, il ne peut pas faire de loop. Je suis un peu... ouais, étant donné que c'est le nom du jeu, je suis un peu déçu. Enfin, après, bon, après, ça évolue. On peut lui donner des cartes qui peuvent lui permettre de faire des loops, mais en tout cas, bon, par contre, il a une carte de plus, quoi. Ok, donc ça, c'est les deux personnages avec leurs pions. Alors, on va voir ça tout de suite. Hop. Donc, vous voyez que dans la boîte, ils mettent directement le petit machin silicium, là, du silicate, pardon, pour conserver, pour les préserver l'humidité. Donc là, on a le Arsène Lupus. C'est trop marrant ce personnage, je sais pas pourquoi, il me plaît. Moi, je suis team chien, du coup. Hein, si là, s'il y a le débat, là, je suis team chien, moi. Pas forcément par rapport au personnage, mais en vrai, moi, je suis team chien. Je suis team chien. Et puis là, vous avez Saruman. Et dans quel sens comme ça? Hop. Saruman le noir. C'est très rigolo. Et avec son petit pion, qui est aussi petit que euh, Fou Kleinschlag. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Alors, on a une petite règle de jeu en fait, ça va nous expliquer voilà, les cubes noirs, à quoi ça correspond. C'est les micropôles de télévoyage. C'est du carbone 14. Alors, le carbone 14, je crois que c'est en vrai, c'est pour dater les minéraux, il me semble. Et le carbone 14. Et c'est marrant du coup qu'ils mettre ça dans un jeu temporel qui parle du voyage dans le temps. Pour toute question, un petit courriel intranet à Lupus. Poursuivre, d'accord, poursuivre la lecture de ce livret est une option. Donc en fait, là, ils nous disent, pour savoir à quoi ça sert les 10 cubes noirs, soit on envoie un mail à, à Lupus, Arsène Lupus, ou bien on poursuit la lecture du livret. Je serais curieux de voir si l'adresse, ça marche. Euh, je vais essayer. Je mettrai dans les commentaires si jamais il y a un truc marrant qui se passe. Genre, on a une réponse automatique avec le plus qui nous explique comment ça marche les cubes. Je mettrai en commentaire s'il y a un truc rigolo. Ça m'étonnerait, hein, mais bon, je vais faire expérience quand même. Parce que je vois qu'il y a un arrobase, par contre, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point .fr, rien du tout. Donc, je pense que c'est mort, mais je vais essayer quand même, on sait jamais.
Ça aurait été rigolo de la part de l'éditeur, remarque. Créer une boîte avec une réponse automatique. Ensuite, on a bah, les cartes artefacts. On va voir ça tout de suite. La description des personnages. Les nouvelles règles. Donc là, bien sûr, on va nous parler des cubes noirs. Permet de générer des micropôles de télévoyage en carbone 14 dans l'espace-temps. C'est-à-dire, prenez un cube noir dans la réserve et placez-le sur le plateau de la manière où à l'époque indiquée par les faits. Donc par exemple, lui, ça serait le mettre dans la machine pour l'effet spécial de l'épus. Exactement comme vous le placerez des cubes énergie. C'est d'accord? Durant votre tour, vous disposez désormais en permanence d'une nouvelle carte. Alors en fait, apparemment, ce cube noir, ça permettrait de dépenser un cube noir de carbone 14 qui se trouve à une époque pour vous déplacer directement à cette époque d'où que vous vous trouviez. Donc en fait, c'est pas mal, ça permet de se déplacer à l'époque où il y a un cube noir. C'est pas mal, c'est bien pensé. C'est bien pensé. Bon bref, j'étais juste curieux par rapport au cube noir, ça m'a intrigué. Et ensuite, nous avons les cartes que je vais sliver sans tarder. Et du coup, vous avez les cartes spécifiques au personnage. Donc là, on trouve les cartes de même qualité, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Herbe médicinale. Ah, c'est rigolo. Par rapport à l'herbe à chat. Rendez une carte disponible. Vous pouvez vous déplacer à son époque d'origine pour ajouter cette carte à votre deck. Ça, c'est pour faire la phase de pouvoir prendre la carte disponible en fin de partie, mais le faire directement avec l'effet de cette carte. C'est pas mal. Bon, je vais pas toutes les lire, mais bon, ça c'est du classique. Ça pareil. Ça c'est pareil aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. Là, du coup, il nous fait utiliser les cubes noirs. Donc, je pense que ces personnages, on peut les utiliser dans le jeu de base, dans un scénario de base. Mais par contre, il faut absolument ajouter les cubes noirs parce que vous avez les cartes qui demandent d'ajouter les cubes noirs. Mais ça paraît logique, hein, ça paraît logique. Voilà. Bah, c'est tout pour l'extension. Hein. C'était juste, ce sont des personnages rajoutés. Je sais plus, j'ai payé ça 12 euros, je crois, en magasin. Donc en ligne, ça doit être moins cher. Ça doit être moins cher. Mais bon, allez quand même en magasin, hein, faire vivre les comment ça s'appelle, les fournisseurs de proximité. Ok. Bon bah, ça me paraît pas mal. Je suis assez impatient de l'utiliser. Moi, ce que je proposerais pour la vidéo d'une partie complète, ça serait de faire le scénario Foodzilla avec au moins un personnage de l'extension Brigade à poil. Comme ça permettra d'essayer de mélanger un petit peu toute la collection et faire une partie assez complète. Alors vous voyez que là, la rejouabilité du jeu est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a des personnages divers et variés, on a plusieurs scénarios. Dans un même scénario, d'ailleurs, comment dire, la rejouabilité peut être amplifiée. Par exemple, dans Sabotage, vous utilisez des tuiles que vous mettez autour du jeu, comme on l'a vu, mais il y a des tuiles qui restent. Je crois qu'il en reste 4-5. Donc des missions supplémentaires qui restent à découvrir dans une autre partie. Vous voyez, donc dans un même scénario, il peut y avoir de la rejouabilité. Donc c'est assez intéressant. Voilà.
Bon, bah, ça sera tout pour The Loop, hein. Donc un jeu vraiment fun. La boîte est assez lourde quand même. Euh, un jeu qui est assez fun, un jeu que j'aime bien et que je vous conseille. Que je vous conseille euh, aussi bien pour le jeu solo que le jeu à plusieurs. Parce que le jeu coopératif, en fait, on va vraiment se battre contre le Docteur Fou. Euh, et ce Docteur Fou, d'ailleurs, il est très présent. Comment dire, c'est pas seulement une IA un peu, pas invisible, mais euh, dépersonnalisée. Celle-là, Docteur Fou, il a une identité et on l'entendrait presque ricaner à l'oreille euh, euh, en train de parfaire ses plans diaboliques pour arriver à ses fins. C'est assez rigolo. Il prendrait presque vie pendant une partie, le Docteur Fou. Que ce soit à plusieurs ou en solo. Euh, c'est une des qualités du jeu, je trouve. C'est vraiment. C'est comme un film. Un film, c'est un bon méchant, avant tout. Et ben là, un bon film, c'est un bon méchant. Et ben là, le fait que le jeu soit bon, c'est parce qu'il y a un bon méchant derrière. C'est comme ça que je pense que je vais résumer The Loop euh, au-delà de son gameplay. Voilà, c'est ça. C'est un bon jeu parce qu'il y a un bon méchant. Voilà, c'est tout simple. Donc, ça sera tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et sur ce, je vous souhaite bon jeu. Et à plus.